Revient, Andrei est nouvellement chercheur en émergence au CRIR depuis décembre. Félicitations. Il est titulaire d'un diplôme professionnel en architecture et d'un doctorat en architecture et informatique de l'Université technique de Cluj-Napoca en Roumanie. Il a aussi réalisé 2 recherches postdoctorales aux États-Unis, respectivement à Berkeley et à l'Université de Pennsylvanie. Il combine des aptitudes en design et en programmation. La présentation d'aujourd'hui va lui permettre de présenter un nouveau flux de travail pour la production d'orthèses à l'aide de la numérisation 3D, de la conception paramétrique générative de l'impression 3D. La deuxième partie de sa présentation lui permettra de discuter des directions, des orientations de développement pour la production de dispositifs médicaux personnalisés qui utilisent d'autres techniques comme le pliage de feuilles plates et la réalité augmentée. Et puis, cette présentation sera suivie d'une période de questions ouverte à tous et à toutes. Et puis, vers, on dit midi 50, 55, quelque part par là, d'une période d'échange et de réseautage avec les chercheurs qui seront animés par mon collègue et responsable de site, Cyril Duclos. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Et André, je vous cède la parole. Bienvenue parmi nous. Merci, merci Frédéric. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, très bien. Oui, c'est parfait. Merci. Bon, alors tout d'abord, bonjour à tous. Comme Frédéric a déjà dit, je m'appelle André Nejour, je suis un nouveau professeur à l'école d'architecture de la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Et je suis architecte, je suis éducateur et chercheur en conception numérique et générative, et je suis également développeur de logiciels. Je suis récemment devenu membre du CRIR en raison de mon intérêt pour la conception sur les corps et plus particulièrement pour les dispositifs médicaux personnalisables comme les orthèses. Et je vais vous parler de orthèses aujourd'hui, mais pas seulement des orthèses. Mon intérêt pour la conception des produits portables, produits pour des soins médicaux, a commencé en 2018 dans le cadre d'une collaboration avec un start-up médical belge qui cherche à changer les façons dont les orthèses sont créées et fournies aux patients. Il travaille sur un pipeline de création cherchant à éliminer le plâtre et à le remplacer par une orthèse en plastique imprimée en 3D, soutenue par un processus de construction numérique. Voici une de leurs vidéos de production. La société Spentis utilisait une extension de numérisation pour un iPad afin de scanner le membre d'un patient. En utilisant les scans, il crée dans un environnement CAO un modèle d'orthèse et l'imprimait en 3D. Ensuite, il envoyait au patient, au médecin ou à l'hôpital selon l'ordonnance cet objet, cette orthèse. Il mettait en œuvre un modeste degré d'automatisation dans le processus de modélisation en utilisant divers outils numériques tels que Meshmixer, Rhino 3D ou Maya. Et l'ensemble du processus pouvait prendre 24 à 60 heures selon la complexité et le délai de livraison. Et sur cette vidéo, vous pouvez voir le pas principal de ce processus avec la numérisation, modélisation et après
l'envoi de cette orthèse aux patients. Ma première collaboration avec eux a consisté à augmenter le degré d'automatisation dans la partie modélisation du pipeline. J'ai commencé à développer un ensemble d'outils basés sur l'application Rhino 3D et l'environnement du script visuel Grasshopper qu'il utilisait déjà. L'objectif était de réduire au minimum le travail requis d'un technicien en modélisation et donc d'augmenter la productivité et de réduire les délais de livraison. Dans les dispositifs suivants, diapositives suivantes, je vais montrer la principale étape que j'ai mise en œuvre pour la construction automatique d'une orthèse des bras construite pour une fracture distale. Alors, tout d'abord, le scan, la numérisation des bases est nettoyée et importée dans l'application de modélisation, ici Rhino 3D. Le processus de nettoyage permet de réduire les problèmes de génération de géométrie par la suite. Les limites de l'orthèse sont contrôlées par le technicien en CAO via un ensemble d'objets plans dans l'environnement de modélisation. Vous avez ici sur l'écran le plan que le technicien peut déplacer. Le choix de sous-surface de génération est basé sur les limites imposées par les plans et un ensemble de courbes de contrôle visibles ici en vert. La surface de génération est faite par la suite un sous-ensemble de faces issues de numérisation du bras. Et la zone de travail, la zone de génération, si vous voulez, est peuplée d'un ensemble de points quasi aléatoires. Et vous pouvez voir ici les points. Et les points sont en fait des faces de maillage choisies au hasard et les points ont une distribution uniforme, ce qui signifie que l'algorithme prend soin de ne pas avoir des groupes trop denses sur les bras. Les points sont également générés aux limites de la zone de génération et vous pouvez voir ici il y a plus de points sur les limites de la zone de génération. Par la suite, un algorithme de croissance se développe alors à partir des points de départ. Les points de départ, nous avons déjà vu dans les diapos précédents. Et commence à créer des groupes. Les groupes présentés ici sont codés par couleur pour une meilleure visibilité. Et les groupes s'agrandissent. Et jusqu'à ce qu'ils consomment toutes les faces disponibles sur les maillages de base. L'algorithme enregistre alors leurs limites et construit un modèle de lignes basé sur leurs frontières. Voici sont les frontières entre les groupes où les couleurs se touchent. Et après, les modèle de ligne basé sur les limites des groupes est transformé en une série de cellules polygonales. Les limites des cellules sont décalées vers les centres des cellules pour donner de la surface aux cellules et aussi laisser quelques trous de respiration dans les modèles. Et ici, le même point de génération avec sa cellule. Et ici, c'est la surface du cellule et l'orifice du cellule. Et c'est important de voir que les cellules qui sont aux limites de cette orthèse sont fermées, n'ont pas de trous. Les surfaces des cellules jointes sont extrudées à partir de la numérisation des bases pour créer un volume à peu de polygones. Alors, un low poly volume, ça s'appelle en anglais. Par la suite, un algorithme de lisage est utilisé pour se débarrasser des bordures. Il ajoute des faces supplémentaires à l'objet et fait la moyenne de vertices de maillage, ce qui permet de se débarrasser des angles aigus.
pour produire un orthèse qui est plus lisse et facile à porter. Ici, on a une autre vue de l'orthèse terminée, un modèle. Et ici, quelques vues de l'objet sans la numérisation de base. Ce modèle n'a pas de boucles de ceinture. Ici, c'est un modèle simplifié. L'orthèse sera ajustée en fonction de la flexibilité de l'objet imprimé en 3D. Les procédés d'impression en 3D utilisent soit de l'acide polylactique, PLA, soit du polypropylène. Et voici, c'est toujours un modèle 3D qui nous avons sur l'écran. Et le flux de travail peut être utilisé pour générer des orthèses sur n'importe quel type de numérisation. Alors, il ne s'agit pas seulement d'un modèle de bras, ça peut être en pied, ça peut être n'importe quelle part de corps. Si on a une numérisation de cette part du corps, on peut utiliser cette flux de travail pour générer une orthèse. Il y a seulement quelques conditions minimales qui sont importantes. Alors, nous pouvons également voir sur cette diapo un aperçu du script Grasshopper. Alors, j'ai parlé déjà de Grasshopper, c'est un médium de scripting pour Rhino. Et vous pouvez remarquer le nœud plus grand ici sur le diapo. Il s'agit de nodes avec du code C# personnalisé qui gère les opérations décrites dans les diapositives précédentes. Et nous voyons ici comment le processus fonctionne en direct, on peut dire. Ce qui n'est pas montré, c'est le travail du technicien CAO qui cherche à faire fonctionner le script pour cette série particulière de numérisation. En général, c'est la partie la plus délicate du processus, je peux dire. Une personne spécialisée est nécessaire pour s'occuper de l'ajustement et le processus dépend d'une application CAO commerciale qui a une courbe d'apprentissage assez raide. Cela réduit le travail du technicien de l'hôpital, mais ajoute une autre personne, peut-être plusieurs personnes dans les flux de travail. Alors, on gagne quelque chose, mais on perd aussi quelque chose. Et l'attendu de ma collaboration avec Spentis et l'ambition de la société en général était de fournir des points de soins autonomes dans les hôpitaux. Ces POCs, Point of Care, sont constitués d'un appareil de numérisation. Alors, c'est un module, si vous voulez, pas vraiment en boîte, mais on peut considérer comme un volume. Alors, ils sont constitués d'un appareil de numérisation, dont un iPad, plus une extension de numérisation pour scanner. Une solution de personnalisation de l'orthèse basée sur la numérisation et une imprimante 3D. Et cela peut donner à l'hôpital l'autonomie nécessaire pour produire ses propres orthèses en plastique en plusieurs heures. Le problème était qu'une solution d'adaptation 3D utilisable par un technicien médical était nécessaire. Alors, il s'agit d'un technicien médical sans compétences préalables en modélisation 3D. Cette solution devrait idéalement fonctionner sur le même appareil que celui utilisé pour la numérisation, alors l'iPad. Donc, j'ai proposé que nous utilisions Unity, un moteur de jeu qui est produit ici à Montréal, parce qu'il a la capacité d'encapsuler le flux de travail proposé, ces algorithmes créés sur mesure, dans une application autonome.
Et cette application peut être compilée pour fonctionner dans de nombreux environnements comme Windows, Linux, Android, les navigateurs web ou les appareils iOS et bien d'autres. L'application peut être fournie avec une interface personnalisée, ce qui les rend suffisamment facile à utiliser pour une personne sans compétences techniques et numériques. Alors, c'est le pas après le flux de travail qui a été testé dans une application CAO. Maintenant, il s'agit d'une application autonome de génération, une application qui peut gérer la numérisation et peut également construire les orthèses sans utiliser un médium CAO. Alors, après la numérisation du membre du patient et un traitement automatisé du maillage qui est fait aussi sur l'iPad, le technicien médical se va présenter cette interface. En quelques étapes, il ou elle peut personnaliser un design et générer un modèle en 3D qui est prêt à être imprimé. Je vais présenter les principales étapes de l'application dans cette diapo et quelques diapos suivants. Dans la première étape que nous avons déjà sur l'écran, l'utilisateur positionne un nombre de 4 sections clés le long de l'axe du bras. Et l'application les prépositionne, mais selon la pose de la numérisation de base, certains ajustements peuvent être nécessaires par le technicien. André? Oui? Est-ce qu'on peut définir CAO, s'il vous plaît? Oui, il s'agit de conception aidée par ordinateur. En anglais, ça c'est CAD, Computer Aided Design. C'est une application, désolé pour les acronymes, mais j'ai oublié que ici, pas tout le monde est habitué avec le design génératif. Désolé. OK. Merci pour l'intervention, Frédéric. Alors, comme j'ai dit, l'application prépositionne les sections, mais parfois, il est nécessaire de les repositionner pour mieux capturer le point important sur les bras. Et il y a une courbe à la base du pouce ici. Généralement, ça c'est une zone problématique pour la numérisation et pour la génération. Et cette courbe peut être ajustée aussi par le technicien. Dans la deuxième étape, des éléments de surface sont créés sur la base des sections. Les éléments sont des bandes de surface contrôlées par une courbe centrale. Et ici, vous voyez seulement les bandes. Les bandes sont connectées, alors ils sont joints dans une surface avec des trous. Alors, afin de simplifier l'interaction avec l'application, un ensemble de contrôles généraux de morphing est implémenté dans cette version. Et le déplacement des sphères jaunes déforme l'ensemble du motif sur les bras de base. Alors, l'utilisateur peut déplacer le sphère jaune et par la suite peut déformer toute cette typage, toute cette construction sur les bras. Cependant, dans certaines zones plus sensibles, comme ici dans la main, dans la palme de main, les bandes peuvent être déformées individuellement. En les cliquant, on expose une série de sphères de contrôle qui peuvent être déplacées par les touchés en utilisant l'application Touch sur un iPad. Vous pouvez également voir ici que la largeur de la bande sélectionnée peut être ajustée à l'aide d'un curseur. Voici. Et dans la troisième étape, il s'agit de volume. Ici, les différentes bandes de surface sont assemblées et extrudées.
L'épaisseur du volume est contrôlée par un glisseur aussi. Et si des modifications sont nécessaires, les étapes précédentes peuvent être réexaminées. Alors, on peut revisiter les étapes précédentes en cliquant sur les boutons Previous. Cette étape comprend l'ajout des boucles de ceinture pour fixer l'orthèse sur les bras. Et les boucles sont modifiables à l'aide de même commandes sphériques qui sont utilisables par touch. Le volume final est créé en lisant les modèles de l'étape précédente. À cette étape, le modèle peut être envoyé pour être préparé à l'impression dans la ligne de production de l'entreprise. Et ici, on a un bouton qui s'appelle Finish. Et en cliquant sur ce bouton, le modèle est envoyé pour être imprimé. Voici une autre vue du modèle. La numérisation de base et les modèles créés peuvent être visualisés dans des positions différentes en utilisant Pan. Alors, on peut bouger, on peut déplacer la caméra, Tilt, on peut roter, roter la caméra et Tilt, on peut changer le point de vue. Et Scroll, en utilisant les commandes tactiles de l'application, on a ici des positions qui sont posées ici sur l'écran pour avoir un accès plus facile. Et il y a aussi un panneau, j'ai déjà parlé de ce panneau un peu, mais le panneau informe l'utilisateur ici dans cette étape sur les dimensions globales de l'orthèse pour l'imprimation en 3D. Et comme j'ai dit, en appuyant sur le Finish, le modèle est envoyé à la file d'attente d'impression en 3D. Et voici une petite démonstration de l'application. Ça a été enregistré à partir d'une version web. Alors, cette version peut être consultée live sur web. Et vous avez ici les liens pour tester. Ce n'est pas vraiment une version finale. Il s'agit toujours des versions qui sont travail en progrès. Alors, work in progress. Mais l'application a été testée et déployée sur iPad et aussi sur Android. C'est assez facile en utilisant Unity de compiler des applications pour des plateformes différentes. Et vous pouvez voir ici toutes les étapes pertinentes que je viens de présenter. Et alors, on a les sections, le band, volume et après le lissage. Vous pouvez voir ici, l'application est assez fluide. On peut changer n'importe quel paramètre en temps réel. Et après, le modèle est actualisé. Et on peut aller en arrière, en avant pour entre le pas différent et changer n'importe quelle chose sur le modèle, mais il s'agit toujours d'un modèle qui a des limitations, car le modèle est un peu préconçu avec quelques settings pour une adaptation améliorée pour cette facture distale. OK, très bien. Et ici, vous pouvez avoir certains modèles imprimés sur des imprimantes FDM. Alors, il s'agit d'imprimantes traditionnelles en plastique avec des filaments. Et un cycle normal pour une telle impression peut s'entendre sur plus de 10 heures. Alors, ça peut prendre plus de 10 heures. Mais l'entreprise teste des autres imprimantes 3D qui sont beaucoup plus vite. Alors, on peut avoir une impression de telle taille en 3 heures. Mais c'est plus coûteux. Ce sont des imprimantes à base de résine,
impression 3D. Ici, en utilisant les imprimantes FDM, les impressions nécessitent un peu de post-traitement pour enlever le surplus des matériaux. Mais si on utilise la technique d'imprimante en résine, l'imprimation est plus fidèle et on n'a pas besoin de post-traitement. Alors, c'est ça pour les orthèses, mais s'il nous reste un peu de temps, j'aimerais parler d'un autre de mes intérêts de recherche. Il s'agit de fabrication à partir de feuilles plates pour des formes complexes. Dans le cadre de cet intérêt de recherche, j'ai créé un logiciel appelé Ivy. Ivy est un plugin pour l'environnement de conception générative Grasshopper dans l'application CAO populaire Rhino. Ivy permet une approche visuelle basée sur les graphes pour la segmentation des maillages à des fins de conception générative. Y compris la fabrication de n'importe quelle forme en utilisant des stratégies de matériaux en feuilles. Vous pouvez déjà deviner ça en visualisant l'icône de Ivy. L'une des utilisations de cet ensemble d'outils inclus dans la donne est la segmentation des géométries complexes en parties logiques. Ça veut dire raisonnable. Ça, c'est généralement très difficile à réaliser avec des outils conventionnels. Cela est très utile pour la détection des caractéristiques et la séparation des pièces dans les géométries organiques utilisées dans la conception des soins de santé, par exemple. Un autre ensemble d'outils très important, compris dans le même add-on, est utilisé pour le dépliage des maillages pour la fabrication à partir des matériaux plats, une feuille. Vous voyez ici une stratégie de strippage pour un maillage complexe et une animation du dépliage dans quelques icônes. L'application peut également prendre en charge la gestion des pièces pour une reconstruction ultérieure. J'ai beaucoup d'autres vidéos, des présentations sur cet aspect de ma recherche, mais je me dis que je vais présenter seulement quelque chose d'essentiel. L'application compte un grand nombre d'utilisateurs dans la communauté Rhino et Grasshopper et plus de 30 000 utilisateurs dans le monde entier. Les étudiants l'utilisent pour modélisation, la recherche sur les propriétés des matériaux, les comportements en flexion, dépliage, fabrication en général. Il y a aussi des artistes qui l'utilisent pour faire des sculptures low polygonal. Et voici sur l'écran quelques-uns des travaux réalisés par l'utilisateur d'Ivy dans le monde entier. Il s'agit des étudiants, mais il y a aussi, comme j'ai dit, des artistes. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'objets qui sont plus grands comme l'échelle humaine en général, mais le concept est le même pour des objets qui sont plus petits alors à l'échelle humaine. Grâce à cette expertise en matière de génération et de fabrication, j'ai récemment proposé un couvre-visage pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19, un dispositif de API, alors PPE, Personal Protection Equipment, qui peut être fabriqué à domicile et qui ne nécessite qu'une imprimante 2D, et une feuille de papier et une paire de ciseaux ou un cube papier pour être construit. Alors, pas de colle, pas de ruban adhésif et pas de compétences artisanales particulières. Parce qu'il ne s'agit pas on a toutes les instructions comprises sur la feuille.
Alors, contrairement aux EPI fabriqués industriellement, ces masques peuvent être adaptés dès sa conception aux caractéristiques et à la taille du visage de l'utilisateur. Le processus de pliage, et je vais montrer ici le processus de pliage, s'inspire de le récipient alimentaire en papier. Et voici les étapes principaux du pliage. D'abord, les plis. Ici, on a le foldings, le bellows, le pli, sont repliés. Après le repliage, ils assurent l'étanchéité du volume contenu dans le masque polyédrique, car il s'agit d'un masque qui a une forme polyédrique à la fin. Et ce processus donne la forme au volume final. Le clapet, ici, le clapet à double longueur, ici on a un clapet à double longueur, se replie sur les museaux du masque, ça veut dire ici. Et à cette étape, entre les deux parties, alors entre cette partie-ci et cette partie-ci, un morceau de matériau filtrant peut être placé comme une option. Si ça, ce n'est pas nécessaire, on peut éviter de couper ce trou ici et ça va rendre le masque complètement étanche car il n'y a pas de trou. Mais si on veut ajouter un matériel filtrant, la pression entre les deux parties, cette clapette et le partie ici en bas, le museau, la pression entre les deux, ça va verrouiller, si vous voulez, le morceau de matériel filtrant en place. Alors après, le grand clapet sont repliés en séquence et fixés en ouvrant le petit clapet sur leur côte. Ici sont les grands clapets et après le petit clapet qui s'ouvre fixe le grand clapet sans l'utilisation de ruban adhésif ou de colle. La séquence se poursuit jusqu'à ce que le volume complet soit plié. C'est assez facile de faire ça. Après, le volume est prêt. Ici, il faut dire que cette simulation de pliage n'inclut pas les éléments qui ajoutent le fil pour la masque. Mais on a ici, je vais revenir sur l'image avec la masque prête. Vous pouvez voir ici une courte animation. Il faut que je commence cette petite vidéo. Vous pouvez voir ici une courte animation alors, de l'adaptation et du dépliage du masque. Ici, on est toujours dans un médium de design CAO et le dépliage poursuit la transformation sur le visage. Alors, le modèle est découpé, le découpage du modèle, ou le modèle de découpe est calculé en continu pour toutes les variantes du masque. Alors, ça change et le pattern, le modèle du pliage, ça change aussi. Et ça se passe toujours en temps réel. OK. Et après, concernant la customisation du masque, j'ai créé une application de réalité augmentée fonctionnant sur les smartphones et les tablettes de nouvelle génération. Et dans cette application, l'utilisateur peut personnaliser l'ajustement et le dimension du masque directement sur les visages.
Ici, l'ambition est d'inclure également, et j'ai l'ambition, c'est quelque chose pour l'avenir, d'inclure également dans l'application les routines de dépliage. Alors, ici, on a seulement l'adaptation de cette masque au visage et après, on a un modèle 3D qui est prêt à être déplié. Et je suis toujours en train d'implémenter les routines de dépliage dans cette application. Il s'agit d'une application qui est construite également en Unity et qui est disponible sur n'importe quel appareil numérique, mais les appareils plus utiles sont les appareils, le portable, le téléphone portable, le téléphone intelligent, qui ont une caméra qui peut qui a une perception de depth perception. Okay? Alors, toutes ces caméras ont la possibilité de créer un modèle 3D de visage. Et en utilisant cette technologie, c'est assez facile de construire n'importe quel modèle sur le visage. Et j'ai utilisé cette facilité, cet élément de ce téléphone intelligent qui est utilisé plutôt pour la sécurité de l'appareil. Je l'ai utilisé pour créer des modèles 3D sur les visages et après de créer cette couvre-visage qui est, comme vous avez vu, ajustable sur les visages. Et je voulais vous présenter encore une fois. Ici, c'est la masque finie. Et c'est moi ici. J'ai mis de petites lunettes bleues sur mon visage, mais vous pouvez voir que la masque a aussi, dans le processus de pliage, a de petites boucles ici pour cette fil élastique qui la fixe sur le visage. Et oui, car la masque est assez rigide. On a besoin de seulement un fil pour fixer le modèle, le couvre-visage sur le visage. Et ici, peut-être que j'ai passé trop vite sur cette diapo, c'est le modèle de coupage. Et vous pouvez voir qu'il s'agit de lignes avec un modèle différent. Et ces lignes sont des montagnes ou de valles où l'utilisateur peut les plier sans connaître exactement le modèle final. Alors, les instructions sont comprises déjà dans cette pattern de découpage. Bon, je pense que je suis presque fini. Je pense qu'il nous reste plus de temps pour des questions. Si vous avez des questions, je vous remercie pour votre attention et votre temps. Et si vous avez des questions, je peux revisiter n'importe quel diapo pour en parler de plus. En effet, merci beaucoup, André. Si vous avez des questions, je vous invite simplement à l'indiquer dans le fil de clavardage. Je vais juste essayer de garder l'ordre du premier arrivé, premier servi. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a interpellé. Mon collègue Pierre Viennot avait une question pour vous, André. Ah. Oui, bonjour, André. Pierre Viennot, je travaille à Gingras, à l'URDPM. Je pense que vous allez être associé avec nous. Moi, je suis technicien. Je travaille ici comme technicien. Je fabrique sur demande ce que les chercheurs ont besoin. Exemple, un chercheur a besoin de fabriquer une machine, je vais être capable de donner ce service-là. Puis présentement, je suis en train de travailler à acquérir une imprimante 3D pour augmenter l'offre de service de notre département. Et j'avais une question. Au niveau de la prévention des infections, comme on imprime une pièce qui va sur un sujet, un patient, est-ce que la pièce peut être poreuse, puis est-ce qu'elle peut être désinfectable, surtout au niveau des matériaux que vous avez cités, comme le PLA? C'est une question que je me pose. Oui, je veux aller sur le diapo avec les objets imprimés. Et,
tout d'abord, ce n'est pas vraiment mon expertise ici, car je suis plutôt en génération 3D et pas vraiment sur l'impression 3D, mais je connais que l'entreprise que j'ai travaillé, je travaille toujours avec, utilise un post-processing, un appareil de post-processing qui est un van assez grand avec un liquide et avec de billes assez denses. Et cette vanne qui est fermée vibre très vite. Et après 1 heure, ou peut-être 2 heures dans cette vanne, tous les modèles sont très lisses. Et il y a très peu de porosité après. Ils sont plus faciles à porter. Et aussi, je pense que ça répond aussi à des questions concernant les infections, les agents pathogènes sur le dispositif. Mais ils utilisent maintenant une autre imprimante 3D qui est beaucoup plus chère. Ici, l'imprimation, ça coûte, je ne sais pas, 15 euros, 20 euros, alors environ 30 dollars canadiens. Mais avec l'autre imprimante qui est 25 000 dollars canadiens, c'est une imprimante à lumière ultraviolette avec raisin qui est très rapide et qui produit les couches avec une très basse épaisseur. Alors, il n'y a pas vraiment de trous et il n'y a pas besoin de post-processing après. Mais c'est toujours une technologie qui n'est pas assez mature, qui n'est pas assez développée et il n'y a pas vraiment beaucoup d'imprimantes sur le marché pour à utiliser pour cette bout. Justement, en complémentaire, je pourrais rajouter que j'avais discarté l'imprimante à résine, justement parce que je n'ai pas confiance en la solidité du matériau. Mais ça dépend toujours de résine, non? Il y a de plusieurs résines et aussi, j'ai vu qu'il y a une grande différence entre le polypropylène. Ici, il s'agit plutôt de polypropylène que du polylactic acid. La polypropylène est plus flexible et mieux pour l'imprimation 3D pour les orthèses. Mais l'imprimante avec lumière, il y a des versions avec de laser, ça produit le raisin que j'ai vu. Les produits imprimés sont plus rigides que le polypropylène. Alors, il y a des avantages et des désavantages, mais la vitesse et la résolution sont beaucoup plus bons. Alors, je pense que c'est une variante à considérer. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Docteur Lamar avait une question sur les cas déformés et se demandait s'il y avait une application clinique actuelle. Docteur Lamar, voulez-vous présenter ou expliciter votre question un peu davantage? Oui. Attendez, j'ouvre ma vidéo. OK. Alors, écoutez, ça m'apparaît effectivement assez fragile, mais je vois que vous nous avez donné un modèle d'une main normale. Et en général, quand on prescrit des orthèses, ce sont des mains un peu déformées ou des pieds un peu déformés, des gens avec de la spasticité, avec de la raideur, avec, mettons, des séquelles de leur pathologie. Alors, je ne sais pas à quoi vous appliquez ces orthèses-là actuellement, avec quel genre de pathologie, et est-ce que l'application est-ce qu'on en fait cliniquement ou pas? Oui. Voilà. Alors, l'application est utilisée par l'entreprise cliniquement. Ils ont déjà plusieurs hôpitaux en Europe, en Belgique, en Suisse, en France,
Je pense que aussi en Israël, mais des autres pays européens, plutôt européens, où ils ont déjà en train d'implémenter la technologie. Mais comme j'ai dit au début, il s'agit de deux flux de travail différents. Un de les flux de travail, ça implique un technicien CAO qui est chez Spentis et qui prend cette numérisation et prend soin de créer le bon modèle sur cette main en utilisant modélisation manuelle, si vous voulez. Mais il s'agit toujours d'une orthèse en plastique. Et j'étais plutôt sur le chemin automatique où on est en train de trouver des solutions pour acheminer, pour créer des orthèses sur n'importe quelle position. J'ai travaillé plutôt sur la main maintenant, parce que chaque partie du corps, ça nécessite, si on parle d'une création quasi automatique d'orthèse, chaque partie du corps nécessite un flux de travail plutôt spécialisé. Alors, l'entreprise a l'ambition de créer des flux de travail, donc des applications spécialisées pour chaque direction. Alors, ça veut dire main, pied, je ne sais pas. Mais oui, on a des problèmes avec des mains spastiques, des mains qui ne peuvent pas s'ouvrir pour être scannées. Alors, on est en train de discuter avec une université belge, je pense, et aussi avec moi peut-être, d'utiliser l'intelligence artificielle pour travailler sur le numérisation et ouvrir cette numérisation de façon automatique, donner à cette tablette, à cet outil, la puissance, l'intelligence de comprendre car il s'agit de mains avec des problèmes et comprendre où sont les doigts, où sont les ongles qui sont, si le main est fermé, ça n'importe pas parce que cet moteur d'intelligence artificielle va connaître la position des doigts et en orthèse, comme ça va être possible de créer. Et cet moteur d'intelligence artificielle qui n'est pas vraiment créé, mais c'est toujours en recherche, ça va nous donner la possibilité d'ouvrir, de mettre la main dans la position correcte. Si au début il s'agit de mains spastiques, on va être capable de changer cette position dans l'application. Mais cette bout est un peu loin. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question. Mais... En fait, pardon, vous répondez quelque peu, sauf que je vois qu'il n'y a pas une application clinique actuelle. Non, mais il n'y a pas une application, ça veut dire qu'il n'y a pas une application clinique sur les mains spastiques avec un flux de travail complètement automatisé, mais les orthèses en plastique avec modélisation qui compris un technicien CAO, ça sont déjà dans les flux de travail. Comme j'ai dit, ils sont implémentés dans plusieurs hôpitaux en Europe. OK. Mais ici au Québec, pas encore. Non. Merci. Vous me permettez de faire... André vient tout juste d'arriver, Dr. Lamar. Okay. Puis j'aurais voulu, avant que l'heure se conclue, là, que ce segment-là de notre présentation aujourd'hui se conclue, poser une question à l'intention des prothésistes qui étaient parmi nous, là, qui sont encore. André, si certains des intervenants de nos milieux voulaient développer des objets avec vous, soit en utilisant de nouveaux matériaux, ou en utilisant de nouveaux types de design, si la présentation d'aujourd'hui leur a donné des idées, est-ce que vous avez, au moment où on se parle, la capacité d'imprimer et de créer ces objets? Je vois que vous avez les outils pour les concevoir, mais est-ce qu'il y a un atelier, est-ce que vous avez un accès à une imprimante 3D ou à l'équipement nécessaire pour fabriquer les objets et faire des tests? Non, les réponses courtes, c'est non.
Je viens d'arriver juste avant la pandémie, alors j'ai visité mon bureau à la faculté de l'aménagement, je pense, 10 fois dans l'année passée. Il y a des imprimantes 3D à la faculté de l'aménagement, mais il n'y a pas un flux de travail. Je n'ai pas eu la chance d'implémenter ce flux de travail. Comme j'ai dit, j'ai travaillé plutôt sur la conception numérique et j'ai reçu de feedback de cette entreprise belge de Spentis avec les choses qu'il faut changer pour avoir un mieux utilisation de l'application. Ici, le flux de travail est partagé. J'ai créé les outils, mais les outils eux-mêmes utilisent des autres outils, des algorithmes, et j'ai créé des algorithmes. Alors, comme je veux dire, comme je suis en train de dire, je peux créer les objets, les objets 3D, et j'ai des expériences avec impression 3D, mais pas après je suis arrivé ici au Québec. Je n'ai pas une imprimante 3D ici. Ça veut dire que j'ai accès à une imprimante 3D, mais je pense que cette flux de travail, ça demande une bonne imprimante 3D qui est sûrement utilisée pour ça, car il s'agit de beaucoup de seuils en matériaux, beaucoup de... et comme j'ai dit déjà, parfois on a besoin de 10 heures et peut-être à la fin de ces 10 heures, on a un modèle qui est avec des problèmes. Il faut le faire encore une fois. Alors, il s'agit de beaucoup de temps pour des essais en matériel. Alors, je pense qu'il faut avoir un imprimant spécialisé pour ça. OK. Donc, je comprends qu'il faudra travailler cela ou cet aspect-là durant le courant de l'année. Oui. Je vois que Rosanna, avant qu'elle quitte, demande si le logiciel a été créé et permet de faire des orthèses plantaires. Alors, oui, ça peut. Le logiciel que j'ai montré, le logiciel qui travaille sur l'iPad, c'est très spécialisé. C'est pour les bras. Et plutôt pour les fractures distales, il y a plusieurs modèles. Si vous allez sur le site de Spentis, vous allez voir qu'ils ont je pense que des dizaines ou des centaines de modèles d'orthèses, mais on a essayé ce projet pilote seulement pour cette fracture distale. Ça veut dire le premier flux de travail que je vous ai montré, ça c'est plurivalent et l'on peut utiliser pour n'importe quelle orthèse, aussi pour des prothèses. Mais il faut travailler un peu pour l'ajuster pour des applications spécifiques. Puis, clairement, il y a une participation possible avec les cliniciens intervenants de nos milieux. Ça, je pense que c'était acquis dès le départ. C'était une question additionnelle ou de suivi du docteur Lamarre. J'ai envie de céder la parole à Cyril qui avait une question. Et puis, comme il arrive 13 heures, nos collègues intervenants risquent de quitter. Je tiens à remercier tout le monde pour leur présence, leur participation aujourd'hui. Merci à tous. Bonjour André, merci pour la présentation. Tu n'as pas abordé cette question-là. Est-ce que le choix du placement des éléments de plastique, des bandes de plastique, là, peut être fait en fonction des contraintes qu'on veut faire? Est-ce que tu as une idée d'intégrer les contraintes qui pourraient être appliquées sur la prothèse pour générer une prothèse qui résiste à certaines déformations particulières? On a parlé de prothèse plantaire, on sait que les forces sont importantes dans ce cas-là. Il faudrait sans doute plus de plastique en arrière. Est-ce que ça va venir dans les développements? Oui, j'ai manqué d'inclure dans ma présentation, j'ai des autres intérêts de recherche, surtout en design structurel. Alors, j'ai d'expérience en créer des logiciels et de travailler avec des matériaux selon leurs propriétés structurelles et créer des modèles 3D qui sont pliés sur cet aspect structural. Alors, je m'intéresse beaucoup sur cet aspect et j'aimerais avoir la possibilité de tester
quelques idées sur des matériaux qui travaillent différents selon les conditions d'intégration sur le corps. Alors, je veux dire ça en anglais, bistable designs. Alors, so designs that can open and close without a mechanism. So they kind of lock in place by themselves, or they are stronger in a certain direction or softer in a certain direction, mais basés pas vraiment sur les propriétés du matériau, mais plutôt sur les propriétés du modèle qui est imprimé en 3D. Et ici, vous avez déjà sur cette image, la conception, le design de cette orthèse. Vous voyez ici, a des lignes qui ont plus grande épaisseur ici. Alors, il s'agit d'une plus grande rigidité axiale de cette orthèse et je peux dire, en faiblesse en rond de le bras pour avoir la possibilité d'ouvrir l'orthèse pour le mettre sur les bras, mais l'orthèse est assez rigide dans les axes du bras. Mais il y a beaucoup d'investigations ici. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'intérêt sur ces sujets. Je pense que c'est une direction très intéressante pour l'investigation. Si. Donc, la deuxième partie de la rencontre, je vais prendre je vais m'occuper de faire l'animation. C'est ça, merci Claudine. C'est un peu plus destiné aux chercheurs là, pour aider, pour voir un petit peu les collaborations possibles avec André, mais tout le monde est bienvenu à rester si vous voulez, si vous avez des idées ou des besoins plus de discussion sur des projets. Est-ce que